Merci, merci à l'assistance, aux personnes qui vont assister à cette table ronde. Donc la table ronde, ça s'appelle l'International à la portée des PME. Donc autour de la table, vous avez un certain nombre de personnes qui vont se présenter brièvement. L'idée, c'est que ensuite, on va surtout travailler sur les témoignages pour éventuellement susciter des vocations à l'exportation. Donc je vais laisser aux uns et aux autres juste de se présenter brièvement et ensuite ils auront l'occasion un petit peu plus tard de pouvoir présenter leur expérience de l'export. Oui, bonjour, Pierre Béran, je dirige la société Béran, fondée en 1926 et nous sommes une imprimerie céramique et nos marchés sont la porcelaine de Limoges historiquement, mais aussi les États-Unis, l'Angleterre, la Finlande. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et nous employons 60 personnes. Bonjour à tous, je suis Laurence Verhaeghe. Je suis à la tête, c'est beaucoup dire, d'une petite entreprise, une toute petite entreprise qui, depuis 3 ans, produit du safran et désormais le transforme et commercialise les produits transformés et le safran par lui-même. Et j'ai intégré un réseau qui s'appelle l'ALIA et dont vous connaissez certainement la marque, qui s'appelle Produits en Limousin. Et nous avons un élan pour porter les entreprises à l'export. Et je vous parlerai certainement d'une petite expérience que nous avons eue, la première expérience sur le Syrah de Shanghai, très récemment. À bientôt. Oui, bonjour. Marc Fayet, directeur général de la CCIR. Je coordonne le dispositif CCI International Limousin, ainsi que le dispositif partenarial, dont on va parler peut-être un petit peu tout à l'heure, qui est nommé Limousin International et qui regroupe un certain nombre de partenaires chargés d'accompagner les entreprises dans leur développement à l'international. Bonjour, Gaël Brabant, je dirige la société Delouis qui fabrique des mayonnaises, moutardes, vinaigrettes et vinaigres. C'est une entreprise qui historiquement a toujours eu un courant d'affaires à l'export qui représente entre 20 et 25% dans, je crois, 25 ou 26 pays sur tous les continents du globe. Merci. Enfin, moi-même, donc, je suis Thierry Cruchon. J'interviens ici en tant que président du comité limousin des conseillers du commerce extérieur. Déjà peut-être, juste pour faciliter le travail de Marc qui interviendra après moi, juste conseiller du commerce extérieur, qui sommes-nous? Bon, nous avons un petit bout de stand et je serai heureux de vous rencontrer cet après-midi pour ceux qui le souhaiteront. Conseiller du commerce extérieur, en fait, juste en 2 mots, nous sommes effectivement à peu près 4300 conseillers nommés par l'État. Nous sommes des chefs d'entreprise ou des cadres, je dirais, ayant une grande expérience dans le domaine de l'export, bénévoles, et pour lesquels nous intervenons dans le cadre de l'équipe de France de l'export, donc de Limousin International. Marc nous en parlera après, et pour donner un œil de praticien et de mettre à disposition des entreprises qui le souhaitent, en complément du réseau qui existe, et notamment en Limousin, pour pouvoir donner un coup de main lorsque des problèmes ou des problématiques se rencontrent au niveau des entreprises limousines qui souhaitent exporter. Alors, je vais moi-même déjà commencer en peu de temps pour vous expliquer. Effectivement, la thématique, c'est l'international à portée de PME. Et c'est vrai, quand on est une PME, la question, c'est de se poser, comme disait notre ami Shakespeare, qui a beaucoup exporté ses produits, finalement, c'est exporter ou ne pas exporter. Alors, la question souvent qui se pose, on se pose plutôt la question du comment. Et moi, je voudrais aborder rapidement la question du pourquoi. Parce que finalement, le pourquoi est souvent un peu... on se pose beaucoup de questions sur les problématiques des techniques utilisées pour l'export. Par contre, c'est vrai que la notion de pourquoi est, à mon avis, essentielle. J'ai eu la chance, moi, pendant ces 35 années de vie professionnelle, de travailler au sein de 5 sociétés, pour lesquelles au moins 4 étaient très tournées vers l'export. Le bilan que j'en fais, c'est que, à la fois, pourquoi exporter? D'abord, c'est, je pense, une richesse très importante dans le cadre des entreprises, malgré les contraintes parfois et souvent qu'on peut rencontrer sur certains pays. C'est d'abord une très grande richesse pour l'entreprise. C'est une très grande richesse pour plusieurs raisons. La première, c'est que, effectivement, ça met en contact d'un certain nombre de marchés qui ne sont pas les marchés forcément avec lesquels on a l'habitude de travailler.
pour lesquels effectivement les gens ont des besoins spécifiques, et c'est finalement, pour peu qu'on soit très ouvert, c'était vraiment un très grand plaisir de pouvoir découvrir des nouveaux besoins et ensuite d'importer dans l'entreprise des évolutions de produits, voire des évolutions de gamme complètes. La deuxième chose, pour l'entreprise toujours, c'est que l'export, lorsqu'on est dans une entreprise, et des personnes autour de la table feront part de ces éléments-là, lorsqu'on a développé une démarche export, parce qu'il faut parler de démarche, et pas de coût, mais de démarche export, on s'aperçoit que pour l'entreprise, malgré les difficultés et malgré les coûts qui peuvent arriver, que ce soit en septembre 2001 ou d'autres affaires, lorsqu'un pan des pays fonctionne mal, on s'aperçoit lorsqu'on a une activité très diversifiée à l'export que finalement, si le marché français marche moins bien, le business peut très bien être soutenu par des marchés émergents ou voire par d'autres pays européens. Donc c'est apporter une assise complémentaire à l'entreprise. L'aspect aussi sur lesquels moi je tire des leçons sur mon expérience de l'export, c'est d'abord aussi une très grande richesse pour soi-même et pour son équipe. En effet, faire de l'export, j'en ai tiré surtout une grande conclusion, c'est qu'il faut savoir écouter. Donc ça développe l'écoute pour soi-même et pour son équipe. Ça développe le plaisir de travailler avec des cultures différentes, de résoudre certaines problématiques qui finalement, une fois qu'on les a traitées, on s'aperçoit que elles sont gérables. Donc de la richesse également pour soi-même et pour ses équipes. Aujourd'hui, finalement, faire de l'export dans certaines régions, si je regarde un peu ce qui s'est passé au cours de ces dernières décennies, c'est quand même globalement plus simple que ce qu'on a pu connaître dans le passé. Si on parle d'export, moi je considère aujourd'hui que déjà les pays européens, c'est quelque part aussi déjà le marché domestique. Si je me souviens bien de l'export tel qu'il existait il y a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années, rappelons-nous que nous avions des frontières importantes même en Europe. Nous avions quand même beaucoup de mal à exporter en Europe parce qu'il y a des frontières. Il y avait pour les matières alimentaires des problèmes de compensation économique via des restitutions différenciées en fonction des pays. Donc pas mal de contraintes qui n'existent plus aujourd'hui. Donc finalement, les pays se sont largement ouverts, au moins sur la zone export, sur la zone européenne. Et puis la deuxième chose aussi, que notamment si vous êtes dans des entreprises petites, voire très petites, des TPE et des petites PME, moi je me souviens très bien, je donne toujours cet exemple, je l'ai en tête, quand les gens me disent « oui, mais c'est difficile parce qu'on est une petite société, on a beaucoup de mal à partir à l'export parce que l'usine, parce que, etc., parce que mon équipe ». Moi, je me souviens, lorsque j'ai eu l'occasion d'exporter et d'importer des produits venant de la Pologne à l'époque, il y a environ une vingtaine d'années, bien finalement, lorsque j'étais même au centre de Varsovie, à l'Holiday Inn, il fallait, pour avoir Nantes, donc c'était pas non plus le fin fond de la campagne, souvent passer 2 heures à téléphoner, à faire un numéro de téléphone pour espérer avoir une ligne. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des outils, on a un certain nombre de choses qui facilitent beaucoup l'accessibilité de l'export, même par rapport à des structures petites. Donc, je pense que les choses évoluent dans le bon sens. Et puis également, je pense qu'au cours de ces 20 dernières années, et ça, je vais passer après la parole à Marc Fayet, finalement, on a mis en place également en France des structures qui permettent d'aider les PME, qui permettent de les soutenir. Alors, des structures humaines, ça c'est important. Et puis, quelque part aussi, des aides financières. Je crois que on a tous tendance, quand on est du monde de l'entreprise, on oppose souvent le monde de l'entreprise et le monde de la collectivité en général. Il faut reconnaître aujourd'hui que si on veut mener des actions export, grosso modo, on peut dire qu'on a à peu près 50% des dépenses qui sont couvertes, ce qui est déjà pas mal. Ça, c'est à peu près, voire même un peu plus, mais je pense que l'Europe, là-dessus, retaille un peu un certain nombre de régions. Donc, on a un environnement, malgré tout, qui est prêt à vous aider, qui est prêt à nous aider, au travers des différents membres de l'équipe de France de l'export, et donc de Limousin International ici en région, qui doit pouvoir vous aider à la fois aussi à réaliser votre export, et puis quelque part en amont, parce que ça c'est un point aussi important, à vous préparer. Parce qu'effectivement l'export, faut pas prendre une pelle à neige pour faire du jardinage. Donc il faut effectivement avoir les bons outils, il faut avoir une bonne préparation en amont, pour pouvoir être prêt et aller conquérir des marchés au nez à la barbe de nos concurrents internationaux. Donc en premier lieu, je vais laisser Marc, après cette introduction, un petit peu nous présenter qui sont les acteurs au niveau régional. Et puis ensuite, nos différents camarades vont pouvoir nous présenter de manière plus détaillée leur expérience, la façon dont les choses ont été vécues, les points positifs et quelque part les conseils à donner d'après leur expérience
qui sont à mettre en exergue et à éviter. Oui, je vais essayer d'être bref et d'avoir une communication qui n'est pas institutionnelle. Simplement, confirmer les propos de Thierry. Nous, dans l'analyse que l'on fait de la performance de l'entreprise, il se trouve qu'il y a 2 leviers qui aujourd'hui sont essentiels pour renforcer la pérennité de l'entreprise et favoriser son développement. C'est l'innovation et le développement à l'international. Et ces 2 leviers sont intimement liés. Et une entreprise qui est innovante a évidemment du potentiel à l'international. Et pour avoir son potentiel, pour exploiter au mieux son potentiel à l'international, toute entreprise doit innover pour se différencier des concurrents. C'est un petit peu le fondement ou les clés de la réussite d'une dynamique à l'export. Après, nous avons depuis 3 ans réfléchi à un dispositif dont l'objectif est de simplifier la vie des entreprises en matière de développement à l'international. Alors je vais être très, très court et très synthétique. Les entreprises ont besoin d'identifier si l'export est un levier de performance et de développement dans le cadre de leur stratégie. Nous avons aujourd'hui des prestations gratuites, et je parle du réseau dans son ensemble, du réseau d'acteurs dont je vous dresserai le portrait tout à l'heure, pour accompagner les entreprises dans leur réflexion stratégique. C'est un préalable indispensable. On ne se lance pas à l'international parce que c'est la mode. L'international, comme le management, comme l'innovation, est un levier qu'il faut soumettre à la réalité de son entreprise et aux intérêts de son entreprise. Le deuxième volet sur lequel nous intervenons et sur lequel nous avons tous ensemble élaboré un certain nombre de prestations, c'est le diagnostic à l'international. Se poser la question d'aller à l'international, c'est interroger sa gamme de produits ou de services, c'est croiser cette gamme de produits et ce service avec des marchés potentiels sur l'ensemble de la planète, identifier des marchés cibles et réfléchir aux moyens les plus pertinents pour toucher ces marchés cibles. Donc c'est un processus qui peut être accompagné par l'ensemble du réseau qui associe tous les acteurs intervenant dans ce champ-là. Nous avons des services et des produits, là encore, à la disposition des entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, pour construire ces stratégies et surtout transformer cette stratégie en plan d'action opérationnel. Une fois que le processus est engagé, on identifie des actions à conduire. Des actions collectives, des conventions d'affaires, des rendez-vous d'affaires, des visites de salon pour franchir un palier supplémentaire dans la réalisation du plan d'action. Et là, le guichet unique que nous avons fondé vous accompagne dans la mise en place de ces opérations, vous intègre dans des collectifs permettant d'associer et de créer des synergies en entreprise pour aller toucher des marchés à l'international, et vous apporte des financements complémentaires. Thierry a parlé de 50% de financement. C'est variable, mais au minimum, c'est 50% de financement pour participer à ces actions collectives. Vous pouvez par ailleurs, si vous n'arrivez pas à vous intégrer dans des actions collectives, être accompagné individuellement dans ces démarches. Les modalités de financement sont à peu près les mêmes. Et puis, et c'est un élément essentiel, il ne suffit pas d'aller à la rencontre des clients, d'avoir des premiers contacts, encore faut-il les exploiter. Et depuis peu, cette année, nous avons mis en place une procédure de suivi des contacts permettant d'accompagner les entreprises dans ce suivi, de leur faire bénéficier de conseils professionnels, voire même, je dirais, d'espace à l'international qui, notamment dans le cadre de l'intervention du Bifrance et des missions économiques, permettent in situ d'assurer le suivi de ces contacts et de faire en sorte que les prospects puissent être ensuite transformés en clients. Alors, tout ce dispositif qui est une véritable chaîne de valeur au service des entreprises, de l'évaluation du potentiel jusqu'à la réalisation des actions intégrant le suivi clientèle, s'inscrit dans un cadre qui associe tous les acteurs les plus performants, du moins on l'espère, on essaie de faire pour le mieux, de s'améliorer, qui ont des compétences pour accompagner les entreprises. Alors, je vais les citer, et j'espère être exhaustif, en matière de diagnostic, d'accompagnement opérationnel. Vous avez, je viens de le citer, Ubifrance.
On a une déléguée régionale qui vient d'arriver, qui s'appelle Brigitte Bouvet, qui est, je dirais, dans les gradins. C'est une personne qui est en capacité de conseiller les entreprises sur leur potentiel et sur les destinations leur permettant de toucher de nouveaux marchés. Vous avez également les chambres de commerce et d'industrie, les organisations professionnelles, on va en parler tout à l'heure, qui sont en train de développer des synergies pour associer leurs compétences, leur expertise au service des PME. Car quand je parle d'entreprise, je parle essentiellement de PME en Limousin. Je rappelle que 92% des entreprises du Limousin ont moins de 10 salariés. Donc on a formaté nos prestations et nos produits et nos accompagnements à la taille des entreprises, à leurs forces mais aussi à leurs limites, pour essayer de compenser ces limites. Nous avons également des partenaires en matière d'accompagnement, que sont les conseillers au commerce extérieur, qui disposent à la fois, je dirais, de réseaux à l'international, mais qui en même temps sont capables d'assurer un parrainage des entreprises qui souhaitent se développer à l'export. Fort de leur expérience, ils en font profiter les entreprises qui, elles-mêmes, souhaitent avoir une première expérience réussie à l'international. Donc, pour résumer, les chambres de commerce et d'industrie, UbiFrance, les organisations professionnelles, l'ALIA, auxquelles certaines entreprises, certaines PME appartiennent, les conseillers au commerce extérieur. On a des partenaires financiers qui également nous accompagnent dans le cadre de ce qu'on appelle en Limousin l'équipe de France de l'export en Limousin. Vous avez UbiFrance qui finance des opérations collectives et individuelles et dispose de produits dédiés aux entreprises. Vous avez la COFAS qui assure votre développement à l'international, qui le sécurise financièrement, qui donc limite le risque à l'international de vos entreprises. Et vous avez le conseil régional qui est le principal bailleur de fonds et qui a souhaité effectivement s'investir de manière massive dans le financement des opérations individuelles et collectives à l'international. Voilà, je crois que j'ai quasiment fait le tour de l'ensemble des partenaires. Alors, il y a 3 ou 4 ans de cela, ces partenaires que je viens de vous citer travaillaient chacun dans leur coin. Aujourd'hui, ils ont décidé de se mettre en réseau et quel que soit le point d'entrée que vous avez, une organisation professionnelle, les conseillers au commerce extérieur, les chambres de commerce, la COFAS, UbiFrance, vous pouvez disposer d'une présentation précise de l'ensemble des services dont vous pourrez disposer. Voilà en quelques mots la dynamique que nous avons depuis 2 ans cherché à mettre en place au service des PME, car je le répète, je le dis et je le répète, c'est au service des PME et non pas des grandes entreprises. Merci Marc pour cette présentation brève et claire. Eh bien écoutez, on va commencer les témoignages d'entreprise, honneur aux dames, hein, que vous puissiez nous présenter un petit peu ce que vous faites à l'export et puis les joies et les problèmes rencontrés par rapport à ces démarches qui démarrent. Alors, la démarche à l'export, elle est née dans ma petite expérience personnelle, c'est-à-dire en commercialisant mon produit et en faisant les démarches de commercialisation. Souvent à Paris, sur les salons, de plus en plus venaient vers moi des clients venant du Japon, de la Chine, qui étaient fort intéressés par les produits, notamment en alimentaire, par tous les petits produits d'épicerie fine. Et nous avons eu une réflexion au sein de l'ALIA en se disant, voilà, il y a visiblement un potentiel, et ce potentiel, Gaël a coutume de dire que l'union fait la force. Seul, pour les toutes petites entreprises, c'est pas évident d'aller se positionner à l'export, savoir quelle démarche faire et organiser cette démarche. Donc nous avions pris contact avec les services de la Chambre de commerce, évidemment, et puis voir quels étaient les événements, les salons, tout ce qui s'organisait autour de l'export et la possibilité d'aller porter les produits, et notamment le catalogue de produits en Limousin, vers ces acheteurs et ces clientèles potentielles et voir quelle allait être cette approche et comment elle allait se construire et quels outils on avait justement pour ensemble
permettre aux petites entreprises qui étaient encore très frileuses, qui ne sont pas forcément structurées, la structure, on pense tout de suite à la barrière de la langue, parce qu'effectivement, aller se positionner à l'export, ça veut dire être capable de maîtriser au moins l'anglais, avoir dans son entreprise quelqu'un qui soit capable de recueillir les potentielles commandes et d'échanger avec les contacts qu'on pourrait établir. Donc, ces démarches ont abouti un peu vite parce que cette année, nous n'avions pas pensé nous retrouver à Shanghai, mais la Chambre de commerce avait une opération qui avait lieu sur le CIRA, donc le salon de la gastronomie qui est positionné très haut de gamme. Et puis, c'était l'occasion pas de partir en se disant oui, on va conquérir la Chine, on va se positionner, on va vendre des produits. Notre démarche, elle a été de dire ensemble, les entreprises, allons-y, allons faire une photo des possibilités à l'export. Allons voir ce que ces potentiels clients... Là, on était sur le CIRA. Alors, le CIRA, c'est un salon qui est positionné très haut de gamme, avec les Bocuse d'Or, donc vraiment l'hôtellerie et la restauration très pointue. Mais peu importe, c'était l'occasion d'aller voir tous ces visiteurs et de voir quel allait être l'accueil des produits français. Évidemment, on en est revenu armé et blindé parce que forcément, bon nombre de produits ont eu un accueil très très favorable. On a été en mesure de sonder un peu. Mais effectivement, on parlait de culture aussi. Ça, c'est vraiment une notion à prendre en compte au premier chef. C'est-à-dire qu'on va aborder un pays, on va aborder des modes de consommation, on va aborder des goûts, mais on va aussi aborder une culture et un fonctionnement commercial qui n'est pas forcément le sien. Et, qui ne va pas forcément dans la précipitation. C'est le cas de la Chine. Voilà. Donc, cette première photo, elle a été très, très positive. Elle a été négative pour certains produits sur lesquels on sait que l'Asie, ils ne sont pas du tout consommateurs. Et d'autres, des choses toutes simples, que par exemple l'eau. On a une eau en Limousin qui commence à bien se positionner sur le marché. Cette eau, elle a retenu un intérêt qu'on n'aurait même pas soupçonné, parce qu'effectivement, là-bas, on dit ras-le-bol des grandes marques, ras-le-bol de tous ces Volvic et Vian, pardon pour les citer, qui envahissent le marché. Nous, ce qu'on souhaite, c'est quelque chose qui ne soit pas connu et qu'on amener des petits produits de niche à notre clientèle. Donc cette réflexion et puis cette constatation, on s'est dit, il va falloir la porter. Et notre idée au départ, c'était d'avoir avec la Chambre de commerce une réflexion, une démarche de groupe à l'export, mais aussi bien réfléchir. C'est-à-dire, on n'est pas parti pour aller à l'autre bout du monde. On a autour de nous plein de produits, plein de pays qui sont susceptibles de consommer nos produits. On a des choses très pointues. Donc, essayer de voir et d'identifier là où on allait pouvoir aller faire la promotion collective de nos produits. Voilà un peu l'objet de notre démarche et j'insisterai effectivement sur toutes les possibilités financières et de conseils qu'on peut obtenir auprès de la Chambre de commerce notamment, où vous pouvez faire le diagnostic des entreprises, vous pouvez aussi apprendre à bien connaître les marchés. On a des interlocuteurs qui sont très très abordables pour toutes les entreprises. Il suffit de prendre un rendez-vous et on vous aide vraiment à identifier votre démarche qui est faisable ou pas, si votre entreprise est assez solide pour entamer des démarches telles que celle-ci. Et puis l'autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est l'importance des réseaux. Moi, je suis une toute petite entreprise qui est née d'une production agricole, qui est passée sur une facette commerciale. Et cette toute petite entreprise, elle a bénéficié aussi du soutien de plus grosses qui sont déjà bien implantées en Limousin, qui connaissent bien les réseaux, qui vous aident à vous installer en commercialisation. Ça, c'est très très important, quel que soit le domaine. Nous, c'est spécifiquement alimentaire. Et je pense qu'une entreprise, si elle veut aborder des marchés comme celui-là ou aller voir vers l'extérieur, si elle ne le fait pas tout seul, ça peut être qu'un point positif. Donc je ne peux que vous inviter à essayer d'avoir cette démarche d'ouverture. Pour ma part, je l'ai et je pense qu'elle persistera encore un moment. Voilà, merci. Merci bien pour ces informations. Je voudrais justement rebondir et ajouter quelque chose sur le Limousin. Moi, je ne suis pas du Limousin, je suis arrivé ici il y a à peu près une dizaine d'années. On a une situation qui est à la fois un inconvénient et un avantage.
c'était sous-entendu par le témoignage, c'est le fait qu'on est une petite région. Donc il faut que vous ayez conscience aussi que cette petite région, finalement, présente aussi des avantages pour les PME, et d'ailleurs sur le problème de l'export comme sur le reste. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des interlocuteurs qui sont très accessibles, de proximité. Donc n'ayez pas peur d'aller voir des interlocuteurs, que ce soit à la CRCI ou au niveau des collectivités, parce que finalement, vous découvrirez que ces personnes sont très à l'écoute, puisqu'on est tous dans un écosystème qui est quand même relativement étroit et qui nécessite et qui favorise cette proximité entre les acteurs. On va peut-être, pour revenir après sur la partie alimentaire, quitter l'alimentaire et puis passer à notre deuxième... Merci. Oui, on est un petit peu complémentaire de l'alimentaire, puisque comme on fabrique des chromos destinés à décorer la porcelaine, donc forcément, vos produits se retrouvent dans les assiettes. Tout d'abord, l'exportation, c'est bien, mais je vous incite déjà à vérifier si vous êtes ou si vous avez exploité comme il faut le marché français. Parce qu'avant de partir au-delà des mers, peut-être qu'il faut se dire, est-ce qu'aujourd'hui je suis bien implanté en France? Parce qu'il y a toujours de belles opportunités en France. Première chose. Deuxième chose, l'export, c'est un marathon. Et si vous courez un marathon à la vitesse d'un sprint, vous allez vous essouffler. Donc, ce qui veut dire qu'il faut mettre en place une structure. Alors, l'exportation coûte de l'argent. Bien sûr, il y a des aides, mais il y a 2-3 choses qu'il faut vérifier. Est-ce que je parle anglais ? Est-ce que j'ai quelqu'un dans ma structure qui parle anglais? Alors, je ne dis pas parler anglais à peu près, parler anglais couramment. Et c'est vrai que j'incite, chaque fois que je le peux, notamment les jeunes, déjà d'apprendre à parler anglais couramment, parce que sans anglais, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas exporter. Et je crois que c'est important. Deuxièmement, est-ce que j'ai une structure où j'ai des gens compétents qui comprennent les incoterms, qui comprennent les relations avec les douanes. Si on exporte au sein de l'Europe, c'est pas comme si on exporte aux États-Unis ou en Asie. Donc je crois qu'il faut choisir aussi les bons profils, parce qu'effectivement, on peut se heurter à des barrières administratives qui mettent en l'air toute votre stratégie. Ensuite, je vais facturer en quoi? Je facture en euros, je facture en dollars, je facture en livres sterling ou je facture en yens. Inutile de vous dire que nos amis banquiers vous diront qu'il faut se couvrir contre le risque de change. Le risque de change, effectivement, il existe, dans les deux sens d'ailleurs, en gain ou en perte. Mais posez-vous la question, si vous facturez en dollars et qu'il y a un effondrement ou alors une surcote, vous allez avoir vos marges qui vont faire du yo-yo. Si vous facturez en euros et vos concurrents en dollars ou en yens, vous aurez un problème. Donc, je vous incite vraiment à réfléchir sur la devise. Ensuite, la communication. La communication, c'est-à-dire par quel réseau je vais me faire connaître. Est-ce que c'est dans le cadre d'actions collectives? Est-ce que je vais aller dans des salons? Ou plus simplement, et là aussi je trouve que c'est un point important, avoir quelqu'un qui me représente sur le pays. C'est-à-dire que si je vais aux États-Unis, c'est un Américain qui doit me représenter. Si je suis en Asie, c'est un Asiatique, etc., etc. Parce que, je le répète, c'est un marathon. Et il y a souvent aussi ce qu'on appelle le choc des cultures et la barrière des cultures. Ensuite, mes produits, quel conditionnement? Si je fais du fret maritime ou du fret aérien, ça n'a rien à voir. Alors, je sais que je suis effectivement dans le détail, mais je crois que, comme quelqu'un l'a dit, le diable est dans le détail. Et quelquefois, on a un magnifique produit, mais s'il est mal emballé et qu'il arrive en vrac chez le client, ben vous avez un problème d'image de marque. Voilà donc exactement je dirais le b.a.-ba des choses. Et je le répète, l'exportation est un marathon. L'exportation coûte cher. Il faut prendre du temps et en tant que patron, effectivement, être en première ligne pour prospecter et surtout se poser la question pourquoi je veux exporter. Pourquoi je veux exporter. Voilà. Et on va revenir donc vers l'agroalimentaire. Oui. Alors je vais juste prendre quelques exemples. Réinsister d'abord sur le fait que tous ces appuis qui existent auprès des chambres de commerce, d'industrie et autres, ça ne coûte pas cher et c'est même gratuit. Donc par rapport à d'autres cabinets qui s'appellent Altios International qui peuvent vous conseiller,
Ces personnes-là, non seulement sont compétentes, mais elles ne vous coûtent rien. Les rencontrer, ça permet aussi de parler de son projet, de le structurer un peu. Moi, je peux me parler de mes projets dans ma tête, mais quand j'ai en face de moi quelqu'un qui me permet de reformuler, parfois j'y vois un peu plus clair. Quand j'ai un problème, ils ont certainement une solution à laquelle je n'ai pas pensé. Donc c'est important de les rencontrer et de se donner le temps. Ensuite, deuxième point, on a parlé d'ouverture d'esprit. Juste un petit exemple. Les Japonais, par exemple, ils consomment le vinaigre comme nous, on consomme un sirop. Ça, je l'ai appris en allant au contact de la culture japonaise et ça m'a ouvert des débouchés sur ce marché-là. Troisième point, partir, ça permet aussi de sortir de son quotidien. Alors, il y a une quinzaine d'années, c'était probablement plus difficile. Il n'y avait pas des instruments de communication aussi performants qu'aujourd'hui. Mais Laurence, quand elle est allée à Shanghai, elle est partie avec son BlackBerry et on a pu lui envoyer des emails sans qu'elle ne réponde, enfin avec un délai de réponse assez rapide. Autre point par rapport aux langues, il est effectivement important que des langues soient maîtrisées dans les sociétés. Et nous, chez Delouis, le moyen qu'on a trouvé pour que les langues soient maîtrisées, c'est de recruter une collaboratrice qui est de nationalité allemande, qui parle anglais, allemand, français, une autre collaboratrice qui s'occupe des achats, qui n'est pas dans le domaine export, mais qui est ukrainienne, donc qui parle ukrainien, russe, français, anglais. Donc plus on a de langues qui sont parlées dans l'entreprise, mieux c'est pour pouvoir exporter dans différents pays. Après, même si le patron ne parle pas forcément bien l'anglais, il est important que dans les relations avec le client, il puisse faire l'effort d'aller vers le client et d'échanger un petit peu avec lui. Ensuite, je voudrais juste venir sur un petit point qui est ce que pensent les étrangers de nous. Les étrangers, ils nous disent souvent, il y a un paradoxe, vous, les Français, vous avez un pays qui est magnifique, vous avez une gastronomie qui est superbe, vous avez un système de sécurité sociale qui est le meilleur du monde, et vous continuez de vous plaindre. Sous-entendu, ne restez pas trop focalisés sur la définition du problème. Nous, les étrangers, on va vous aider à trouver une solution pour créer un courant d'affaires avec vous. L'adaptation, on en a parlé. Les intermédiaires de commerce, donc les différents agents, importateurs qui sont des facilitateurs. Dans la distribution française, dans l'alimentaire, on a le producteur, le distributeur qui s'appelle Leclerc Auchan et le consommateur. À l'export, Pierre Béran le disait très bien, il y a un marathon et dans un marathon, il y a des stops dans lesquels on peut boire un petit peu d'eau, prendre une orange. Ces stops aujourd'hui, dans le domaine de l'export, ce sont des intermédiaires de commerce et comme chaque entreprise, ils doivent gagner leur vie et il ne faut pas les voir d'un mauvais œil. Si un distributeur vous dit il faut passer par tel agent, par tel importateur, il faut le laisser faire. En Angleterre, par exemple, c'est important de passer par un agent et je crois qu'il y a peu d'entreprises qui travaillent en direct avec des distributeurs anglais. Et ensuite, je terminerai par ce que certains m'ont dit. L'export, c'est comme une récréation. Moi, quand je suis en déplacement à l'export, j'adore, je découvre des choses, je m'amuse, je m'enrichis, je m'ouvre l'esprit. Et quand je dis le temps de la récréation, je veux aussi le dire en deux mots, le temps de la recréation. On permet de recréer certaines choses et prendre du recul aussi par rapport aux entreprises dans lesquelles on a, par définition, toujours la tête dans le guidon. Ça fait aussi du bien et ça se fait en prenant un avion, en étant perdu 4 heures dans un aéroport à attendre une correspondance. Et ça, c'est important aussi de prendre ce temps de la recréation. Bien, écoutez, merci pour ces 3 témoignages. Comme vous l'avez vu, des témoignages qui sont à la fois tous positifs par rapport à l'export et la volonté d'aller à l'export, bien que les entreprises elles-mêmes soient diverses et variées. On aurait pu effectivement démultiplier à l'infini les exemples. Peut-être maintenant le temps des questions. Est-ce que dans la salle, est-ce qu'il y a quelques questions auxquelles on sera tout à fait heureux de pouvoir répondre? Bon, en attendant les questions, moi j'aurais deux, trois points sur lesquels j'aimerais insister. On a parlé beaucoup de coûts à l'international.
Moi, je préfère parler d'investissement. Aller à l'international, c'est investir. Et donc, on est bien dans des logiques de développement de projets et d'investissement. Donc, il faut mesurer à la fois le montant de l'investissement et les modalités de retour sur investissement. Et là, vous avez à la fois votre expertise de professionnel, mais également, comme Gaël l'a signalé, un certain nombre de conseils qui sont en capacité, sur le marché, sur le pays, d'identifier le temps de réponse de ce marché et de ce pays et de tester la faisabilité de votre projet. Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est que ce n'est ni la taille ni le secteur d'activité qui détermine si une entreprise a un potentiel à exporter. Ça veut dire qu'il faut à un moment donné que vous rentriez dans le cœur d'intimité de votre entreprise pour vous interroger à la fois si vous êtes chef d'entreprise, si c'est votre volonté d'aller chasser sur des pays à l'extérieur de la France, sans oublier effectivement les marchés français qui sont souvent oubliés. Si effectivement votre entreprise est structurée ou en état de marche, seule ou accompagnée, on n'a pas forcément toutes les ressources à l'interne, mais on peut s'inscrire dans des réseaux, et on en a cité tout à l'heure, des réseaux professionnels, des réseaux de conseillers qui sont susceptibles de vous accompagner et d'ajouter le maillon qui vous manque. Donc ça, ces éléments sont extrêmement importants. Et puis le troisième élément, qui est un élément également très important, qui a été cité tout à l'heure, c'est à la fois l'inscription de votre produit et de votre service dans le marché, en tenant compte non seulement des réseaux de distribution, en tenant compte des coûts, des prix du marché, mais aussi de la culture, des modes de consommation, des modes de vie. Et c'est, je dirais, par une analyse sociologique du marché que vous arriverez à identifier in situ si votre produit ou vos produits sont intégrables dans le marché, peuvent, je dirais, avoir un succès vis-à-vis de certains segments de clientèle. Voilà trois étapes importantes. Mais là encore, nous, on part d'un principe très, très concret avec les acteurs qui font partie de l'équipe de France de l'export. Aujourd'hui, il y a 500 exportateurs en Limousin sur plus de 30 000 entreprises. On considère que beaucoup d'entreprises ne savent pas qu'elles ont un potentiel à l'export, que des produits, des services intéressent des clients sur des marchés, soit en Europe, soit à grande distance. Et donc notre devoir, c'est de leur faire apparaître ces opportunités, parce que comme un fait exprès, ce sont des marchés en croissance. Là où les marchés stagnent en France et en Europe, eh bien, on peut découvrir des marchés en croissance. Et c'est sans doute à la fois le meilleur moyen de pérenniser son entreprise et souvent un moyen de la développer et de découvrir, comme l'a dit Gaël tout à l'heure, de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités, de nouveaux espoirs, de nouvelles cultures, peut-être amener également des idées pour développer de nouveaux produits, de nouveaux services. C'est presque une conclusion, Marc. Je voudrais simplement rajouter aussi ce que n'est pas l'export et ce qu'il faut absolument éviter, mais à tout prix, c'est de considérer l'export, c'est soit la danseuse du patron, soit un coût. Parce qu'en fait, moi, souvent je disais en rigolant à mes équipes, moi je ne crois pas à l'export, je ne crois pas à l'international, mais je considère que j'ai des clients qui sont répartis géographiquement, certains étant à ma porte et d'autres étant à l'autre bout du monde. Et en effet, finalement, il faut considérer les gens qui sont au bout du monde avec le même soin que les personnes qui sont à votre porte, et non pas comme des gens qu'on va servir un peu en dernier lieu. La fabrication n'a pas le temps, donc on verra la fabrication pour l'export la semaine d'après, voire le mois d'après. Parce qu'en fait, à l'autre bout de la chaîne, vous avez un client qui attend votre produit. Et ce client-là, il est aussi vigilant que vous le seriez si demain vous avez un fournisseur qui vient de Chine ou qui vient d'Inde et qui va dire « tapant à votre porte dans Limousin, je vais vous vendre des produits ». Vous allez lui demander effectivement des preuves de son investissement par rapport à vous, parce que si vous achetez un produit, vous en avez besoin. Donc c'est toute une démarche. On parlait tout à l'heure de marathon, mais il vaut mieux partir tranquillement, doucement, mais partir pour la longueur, plutôt que de partir tout feu tout flamme, et puis ça y est, j'ai fait un salon, j'ai réussi à trouver un Gugus qui va me faire vendre un camion de safran en Égypte, et puis j'arriverai jamais à livrer parce que j'en ai pas les capacités, et puis finalement ça m'enquiquine.
il vaut mieux partir doucement, mais partir prudemment et en bâtissant un mur. Parce que de l'autre côté, vous avez quand même des clients. Les marchés n'existent pas. Les marchés, c'est des clients d'abord. Et donc, si ces clients-là, vous n'allez pas les convaincre que vous, entreprise française du Limousin, vous avez vraiment une volonté sur la durée de prendre du volume chez eux, bah, vous n'avez aucune chance de réussir. Donc, autant ne rien faire. C'est-à-dire, soit on part dans une démarche, vraiment une démarche export, mais on ne part pas dans les coûts export. Export, vous êtes sûr que de toute façon vous serez déçus. D'abord, vos clients seront déçus et vous-même, vous allez faire partie des 70% des primo-exportateurs qui arrêteront l'année suivante. Voilà. Oui, je voudrais revenir et insister sur l'aspect financier des choses, au niveau notamment des devises, mais également au niveau du risque paiement. Alors évidemment, il y a la COFACE, mais je crois que la COFACE est pour certains pays extrêmement timide, parce qu'elle n'a pas du tout envie de prendre le risque. Et pour certains clients également, la limite de crédit est extrêmement basse. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc je crois que c'est effectivement réfléchir aux conditions de paiement, aux incoterms, pour limiter au maximum les risques de paiement, puisque la COFACE interviendra pour les grands comptes, ça va vous coûter très cher. Or, du bon sens peut vous aider aussi à limiter les risques en termes de paiement, parce que si vous avez effectivement un client à relancer à Angoulême, c'est pas comme un client à relancer à New York ou à Shanghai. Donc j'insiste sur cet aspect. Puis également, on n'a pas parlé des dispositions VIE ou VAE, ça s'appelle comment? VIE, des jeunes donc qui sont dans des écoles de commerce et qui peuvent aussi faire des missions pour votre entreprise. Et c'est un moyen je dirais d'abord de mettre le pied à l'étrier à des jeunes. Et puis ces jeunes ont leur propre réseau au niveau des écoles de commerce et peuvent aussi vous aider à faire des études de marché qui ne vont pas coûter une fortune. Juste aussi pour compléter ce qui vient d'être dit, je crois qu'on l'abordait un petit peu tout à l'heure, de toute façon à l'export, et souvent c'est ce qu'on découvre après, avec un peu d'expérience, c'est qu'on a aussi des relations souvent avec ses clients, voire avec ses intermédiaires qui sont les distributeurs, les agents, qui sont souvent des relations particulières. Et là-dessus, il faut absolument qu'il y ait le chef d'entreprise ou une personne clé dans l'entreprise s'investisse physiquement à aller voir les gens, parce que souvent, pour limiter ces risques, c'est souvent la relation interpersonnelle qui joue beaucoup. Parce qu'il y a un moment, je vends ou je ne vends pas. Je ne peux pas toujours être garanti à 100%, parce que la lettre de crédit, votre client ne va pas forcément l'accepter. Qu'est-ce que je fais? Et donc là, c'est là où la notion d'implication personnelle et de relation interpersonnelle avec vos intermédiaires que sont les distributeurs, c'est quelque chose de très important, parce qu'à un moment, il faut quand même plonger dans la piscine. Et le truc, c'est que si vous avez quelqu'un de confiance avec lequel vous avez bâti en interrelation, etc., vous pouvez plus facilement plonger, même si la piscine, elle n'est pas totalement... Vous ne savez pas quelle est sa profondeur. Donc ça, c'est un point important et qui nécessite... Mais c'est des choses qui existent beaucoup à l'export et qu'on voit moins sur le marché domestique. Mais où j'ai eu l'occasion... je peux vous dire que dans ma société précédente, dans le domaine des actifs, y compris en Chine et ailleurs, on vendait en euros et sans garantie de paiement. On n'a jamais eu un impayé. Depuis 20 ans, il n'y a jamais eu un impayé, y compris quand on vendait en Chine, en Slovénie ou ailleurs, parce qu'il y a des relations interpersonnelles, il y a des notions spécifiques. À l'inverse, effectivement, sur certains pays, il vaut mieux être garanti à 100%. Bon, donc ça, c'est là où le ressenti lié à l'investissement qu'on va faire va permettre de moduler et maîtriser ces risques. Personne d'autre veut intervenir ? Bien écoutez, s'il n'y a pas de questions, des questions? Non? Bien écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous avez besoin d'éléments complémentaires, n'hésitez pas à nous questionner ou passer sur les stands. Merci, bonne fin de journée.